Je rends des livres, je ne sais plus si c'est le numéro 13 ou le numéro 14, on change légèrement de décor, mais c'est toujours dans le bureau Tanner45. Premier livre que je vais rendre, que j'ai par ailleurs téléchargé sur ma liseuse, un grand classique de Samuel Johnson, le grand écrivain, mais aussi le grand lexicographe du XVIIIe siècle, Rasselas, le nom complet c'est The History of Rasselas, Prince of Abyssinia, et je ne l'avais jamais lu. La raison pour laquelle je l'ai lu, c'est que l'année prochaine, je vais sans doute enseigner un cours de littérature deuxième année, dans lequel ce livre est mis au programme à partir de l'année prochaine. Je suis un peu réservé aussi à l'idée de le faire lire aux étudiants de deuxième année, je ne suis pas entièrement convaincu. Parce que c'est un texte qui est assez académique finalement, et d'une écriture très, je trouve, ampoulée au sens qu'on y retrouve, moi je retrouve toutes les caractéristiques de l'écriture du XVIIIe siècle, en ça, c'est emblématique, c'est pas inintéressant, mais ça manque un petit peu d'individualité, je trouve. Un passage qui va être sans doute intéressant de lire avec les étudiants, puisque dans le même semestre, on étudiera aussi la poésie romantique, c'est le début du chapitre 44, The Dangerous Prevalence of Imagination. Disorders of intellect happen much more often than superficial observers will easily believe. Perhaps, if we speak with rigorous exactness, no human mind is in its right state. There is no man whose imagination does not sometimes predominate over his reason, who can regulate his attention wholly by his will, and whose ideas will come and go at his command. No man will be found in whose mind airy notions do not sometimes tyrannize, and force him to hope or fear beyond the limits of sober probability. All power of fancy over reason is a degree of insanity. But while this power is such as we can control and repress, it is not visible to others, nor considered as any deprivation of the mental faculties. It is not pronounced madness, but when it becomes ungovernable and apparently influences speech or action. To indulge in the power of fiction and send imagination out upon the wing is often the sport of those who delight too much in silent speculation. When we are alone, we are not always busy. The labour of excogitation is too violent to last long. The ardour of inquiry will sometimes give way to idleness of society. He who has nothing external that can divert him must find pleasure in his own thoughts, and must conceive himself what he is not. For who is pleased with what he is? He then expatiates in boundless futurity and culls from all imaginable conditions that which for the present moment he should not desire. Amuses his desires with impossible enjoyments, and confers upon his pride an attainable dominion. The mind dances from scene to scene, unites all pleasures in all combinations, and riots and delights, which nature and fortune with all their bounty cannot bestow. C'est intéressant parce qu'on est totalement à la charnière dans ce livre, qui est un livre qui utilise en fait tous les ressorts du conte philosophique avec des éléments orientalisants, des éléments un petit peu, pas merveilleux, mais des éléments qui sont de l'ordre, oui, déjà de l'esthétique du picturesque, de l'orientalisme romantique. On se trouve en même temps dans ce discours qui est un discours totalement des Lumières, qui est même un discours en fait cartésien, qui est un discours de dénonciation de l'imagination comme la folle du logis, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que là on est vraiment à la charnière de quelque chose dans ce texte. Alors voilà, pour les spécialistes c'est pas inintéressant. Moi je pense que pour les étudiants de deuxième année, Rasselas, ça va être déjà ardu à nous, enseignants, de le faire passer, et puis ça risque d'être vraiment compliqué. Je vais rendre, puisque j'ai commencé à travailler sur Samuel Johnson, je vais rendre en fait la vie de Samuel Johnson par Giorgio Manganelli, un petit livre dans lequel il cite énormément évidemment l'énorme masse de Boswell, la vie de Samuel Johnson de Boswell, ce qui fait que ce livre de Manganelli c'est un peu comme une sorte de faible palimpseste, en fait, de palimpseste léger, et c'est un livre assez décevant. En fait, moi j'ai pas appris grand chose et ça ne m'a pas beaucoup intéressé, et je ne dis rien de Manganelli en général quand je dis ça, parce que Manganelli est quelqu'un qui a écrit des livres magnifiques, notamment Century, notamment Pinocchio, mais là le livre sur Samuel Johnson me paraît peut-être avoir été une commande, je ne sais pas, ça n'a pas l'air très inspiré. Alors je rends aussi un des 4 romans de George Gissing que j'ai emprunté il y a 1 mois et demi à peu près. J'avais commencé une nouvelle série de vidéos, il n'y en a que 2 pour l'instant, c'est une série de vidéos en anglais qui s'appelle Books I Borrowed, dans laquelle je raconte ce que je viens d'emprunter, donc c'est un peu le miroir
de cette série-là, puisque là, évidemment, je ne les ai pas encore lus. Donc voilà, donc il y a un mois et demi, quelque chose comme ça, je parlais de ces 4 livres de George Gissing, romancier contemporain de Thomas Hardy, que je n'avais jamais lu. Bien là, voilà, j'en ai lu un déjà, Eve's Ransom, la rançon d'Ève, en quelque sorte. Écriture, alors c'est un roman qui est très psychologique, hein. On va dire que si on aime beaucoup, allez, on va dire, on va citer 3 grands noms, Jane Austen, Henry James et Thomas Hardy, on va retrouver quelque chose là-dedans, et notamment dans l'écriture, dans l'imaginaire, on est très proche de Thomas Hardy, avec le côté un peu noir, un peu obscur, un peu, comment dire, pessimiste, finalement, en moins. Moi j'ai trouvé ça très, très bien. Donc c'est le seul livre de George Gissing que j'ai lu pour l'instant. Et je vais en lire deux extraits différents. Un ici, c'est une édition ancienne, puisque c'est un facsimilé d'une édition, sinon originale, du moins pas très postérieure à l'écriture du livre. Voilà, c'est une réédition, en fait, c'est un facsimilé de l'édition de 1895, donc voilà, presque original. C'est tiré du chapitre 13. A savage jealousy was burning Hilliard's vitals. He had tried to make light of the connection between Eve and that unknown man, even after an extraordinary request for money, which all but confessedly she wanted on his account. He had blurred the significance of such a situation, persuading himself that neither was Eve capable of a great passion nor the man he had seen able to inspire one. Now he rushed to the conviction that Eve had fooled him with a falsehood. Ça donne une idée du monologue intérieur, en quelque sorte. Autre extrait de la page 251, chapitre 18. She seemed to be in better spirits than of late, notwithstanding the evil sky, and Hilliard smiled with pleasure as he regarded her. Nothing unusual, oh yes, I'm forgetting I had a letter from Emily and went to see her. Hilliard had scarcely seen his quondam sister-in-law since she became Mrs. Marr. On the one occasion of his paying a call after his return from Paris, it struck him that her husband offered no very genial welcome. He had expected this and willingly kept aloof. Donc ça donne une idée de cette écriture comme ça, très, très écrite, hein, évidemment, narrative de la fin du siècle victorien. Et puis, allez, tiens, j'ai sélectionné un autre extrait du chapitre 23, c'est vers la fin, tout proche du dénouement. Je ne raconte pas l'histoire, mais le personnage masculin principal tombe amoureux, en fait, en image d'une jeune fille qui a disparu de la province où elle était un peu enterrée, qui s'est retrouvée à Londres, qui s'est trouvée embringuée dans un certain nombre de choses, et il décide en fait de dépenser tout l'argent qu'il a gagné récemment à lui permettre à elle de faire ce qu'elle veut. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'alors qu'il pense qu'elle est en train de tomber amoureuse de lui, qu'elle va tomber amoureuse de lui, mais sans que jamais, en fait, il ne se dise à lui-même qu'il est en train d'essayer de l'acheter, finalement, eh bien, en fait, elle tombe amoureuse, évidemment, de son meilleur ami à lui. Et donc là, on est proche du dénouement. To sit at home was impossible. He walked for the sake of walking, straight on, without object. Down the long, gas-lit perspective of Bradford Street with its closed, silent workshops, across the miserable little river Rhea, canal rather than river, sewer rather than canal, up the steep ascent to St. Martin's and the Bull Ring, and the bronze Nelson, dripping with dirty moisture. Between the big buildings of New Street and so to the centre of the town. At the corner, by the post office, he stood in idle contemplation. Rain was still falling, but lightly. The great open space gleamed with shafts of yellow radiance reflected on wet asphalt from the numerous lamps. There was little traffic. An omnibus clattered by, and a tottery cab, both looking rain-soaked. Near the statue of Peel stood a hansom, a fallen horse, crooking his knees and hanging his hopeless head. The town hall colonnade sheltered a crowd of people who were waiting for the rain to stop, that they might spend the Sunday evening as usual in rambling about the streets. Je ne poursuis pas ce passage, mais il y a une véritable approche baudelairienne de l'errance dans la ville. C'est un moment, je pense que Gissing connaissait bien Baudelaire ou l'avait lu, parce qu'il y a tout ce thème de l'errance dans la ville, avec tous les éléments les plus négatifs ou les plus incertains de ce que l'on voit en ville, qui reflètent en fait les états d'âme du personnage. Donc il y a une sorte de symbolisme un peu noir qui est très très beau et qui est très bien écrit ici. Voilà, ça c'est Eve's Ransom de George Gissing, et je termine comme presque à chaque fois, enfin je termine pas à chaque fois, mais presque à chaque fois dans ces jurons
des livres à la BU, par rendre un livre que je n'ai pas lu. C'est le journal du ghetto de Janusz Korczak. Alors Janusz Korczak, c'était un pédagogue juif polonais de renommée internationale qui avait fondé un orphelinat. Après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, il est contraint en fait d'installer son orphelinat dans le ghetto de Varsovie. Et donc pendant 3 ans, il va continuer à mener, tant bien que mal, son action éducative, jusqu'à en fait, jusqu'à être déporté à Treblinka avec les orphelins. Et alors qu'il lui a été proposé de ne pas partir avec eux, de ne pas être déporté avec eux, il part avec eux. Bon, il aurait certainement été du convoi suivant, ou sinon suivant, du moins pas très éloigné. Et enfin voilà, donc c'est une figure historique assez importante, etc. Alors c'est mon épouse qui avait envie, besoin, etc. de lire ça. Et donc c'est elle qui l'a lu, et moi je ne l'ai pas lu, donc je vais quand même lire un extrait, même sans l'avoir lu. Ce que j'ai feuilleté rapidement, c'est la toute fin des carnets, du journal à proprement parler. J'arrose les fleurs, ma calvitie à la fenêtre. Quelle bonne cible cela ferait. Il a un fusil. Pourquoi reste-t-il comme ça, à regarder tranquillement? Il n'a pas reçu d'ordre. Peut-être était-il instituteur à la campagne, ou notaire, ou balayeur des rues à Leipzig, garçon de café à Cologne. Que ferait-il si je lui faisais un petit signe de la tête, un geste amical de la main? Il ne sait peut-être même pas ce qui se passe. Il est peut-être arrivé hier, de très loin.